Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur la simulation d'injection plastique avec la 3D Experience. Je suis Adrien Verly, consultant en simulation chez Keonis. Alors pour petit rappel, nous avons 2 webinaires par mois, généralement les mardis de 11h30 à midi, qui vous présentent des produits de simulation, de design ou de système engineering. Donc n'hésitez pas à proposer vos idées de sujets à marketing.france@keonis.com et nous vous ferons un plaisir d'essayer d'y répondre. Également, un second rappel, nous avons un petit site sur la simulation, donc keonis.com/simulation, sur lequel vous retrouvez notre mini-site avec des informations sur les logiciels que nous distribuons, ainsi que une petite base de connaissances qui contient des articles techniques, des tutoriaux, et également, vous pouvez retrouver nos webinaires en replay. Donc, il suffit de s'inscrire, vous avez un lien ensuite YouTube pour vous permettre de visualiser le webinaire directement. Alors, le sujet d'aujourd'hui, donc la simulation d'injection plastique, donc on va voir pourquoi. Ensuite, on va parler un petit peu de plateforme 3D Experience, une petite introduction, on va voir ce que c'est, et également, du coup, on va se focaliser sur l'injection plastique. Ensuite, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur comme fonctionnalité, qu'est-ce qu'on peut faire avec la simulation d'injection plastique. Je vous présenterai ensuite l'interface utilisateur 3D Experience, et je finirai par une petite conclusion. Alors, premier topic, qu'est-ce que la simulation d'injection plastique ? Donc déjà, c'est un processus de fabrication qui est couramment utilisé, puisque 80% des pièces en plastique sont fabriquées en injection. Les avantages et bénéfices, évidemment qu'on peut produire des géométries complexes dans des formes complexes du coup, sans avoir besoin de retravailler ensuite par usinage la pièce derrière. On peut du coup facilement produire des pièces en grande quantité. Pour avoir un ordre d'idée, les temps de cycle, c'est entre 3 et 60 secondes, donc c'est assez rapide pour fabriquer une pièce. Quand je fais la grosse production, du coup, le coût par pièce devient relativement faible. Et ensuite, j'ai évidemment toute une gamme de matériaux plastiques qui permettent d'avoir des pièces assez légères, qui peuvent être par exemple résistantes également aux produits chimiques, qui vont du coup avoir également un bon rapport entre résistance et poids, par exemple, si je rajoute des fibres à l'intérieur, etc. Bon, un des inconvénients majeurs, c'est toujours le moule. Le moule est généralement très coûteux et du coup, si la cavité du moule est mal préparée en avance, on va pouvoir avoir des défauts de fabrication qui apparaissent et du coup, retoucher un moule, c'est aussi coûteux. Donc, un des avantages de la simulation, ça va être évidemment de prévoir ça à l'avance pour avoir un moule qui soit tout de suite bien optimisé. J'ai mis un petit exemple de machine typique de moulage par injection plastique. Donc, comment ça marche? Donc, ça ressemble à l'image qu'on a à droite ici. On va mettre des granulés dans cette petite zone ici. Ensuite, ces granulés vont s'écouler dans la vis sans fin, vont être réchauffés, et la matière, du coup, va arriver en tête de vis fondue. Et à ce moment-là, le plastique liquide va être injecté dans la cavité du moule par les bus d'injection. Une fois que la pièce est refroidie, on va pouvoir l'éjecter du moule. Donc justement, qu'est-ce que c'est qu'un cycle d'injection plastique? C'est le moule se ferme, ensuite je viens remplir la pièce. Le remplissage, c'est le temps que la matière s'écoule dans la cavité du moule. Ensuite, je viens faire ce qu'on appelle le compactage. Donc c'est maintenir une pression suffisante en entrée le temps que la pièce se refroidisse et également pour finaliser le remplissage. Ensuite, j'ai une partie refroidissement où je viens refroidir la matière fondue pour qu'elle se solidifie. Alors généralement, le compactage et le refroidissement sont faits en simultané. Une fois que ma pièce elle a durci, je ouvre mon moule et j'éjecte la pièce tout simplement. En simulation, c'est la même chose. Je vais simuler le remplissage, le compactage, le refroidissement. Et ce que je vais faire en plus, c'est que je vais calculer la déformée résiduelle en sortie de moule, histoire de voir que je n'ai pas trop déformé par rapport à ce que j'attendais de ma pièce dessinée. Donc justement, en fonction de la responsabilité que vous avez dans le cycle de vie du produit, vous pouvez vous poser différentes questions. Donc les premières questions qu'on va avoir, c'est évidemment est-ce que la qualité de la pièce est bien atteinte. On peut avoir différents critères, visuels, etc.
Donc, la première aussi, ça peut être simplement est-ce que la pièce réalisée, comme je disais à l'instant, correspond bien à la pièce conçue. C'est-à-dire que vous avez dessiné une pièce en 3D, ensuite elle est injectée, donc c'est la pièce réalisée. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les deux? Donc souvent il y a des étapes de calcul de retrait qui sont faites pour avoir les bonnes tailles, hein. Mais pas que, du coup je peux avoir des déformés qui sont dus à des fibres ou autres, et donc du coup il faut anticiper ça, et on peut le faire du coup via la simulation. Également, dans les aspects visuels, je peux avoir des problèmes de recollement, de lignes de recollement. Donc, je vais avoir des différents canaux d'injection et la matière va venir créer des lignes, ce qu'on appelle des lignes de recollement. Ou également, visuellement, je peux avoir des effets de rotation. La première question aussi qu'on peut se poser, c'est tout simplement est-ce que ma pièce va être bien remplie? Est-ce que j'ai mis assez de pression dans, dans ma buse pour que la pièce se remplisse correctement derrière? Ensuite, une deuxième grosse question, c'est comment est-ce que je vais pouvoir optimiser mon temps de cycle? Est-ce que mon cycle de fabrication est efficace? Donc, le temps de cycle, on peut souvent l'optimiser à la fois en décidant où placer les canaux d'injection, les points d'injection et combien en mettre, mais également pour optimiser le refroidissement, il va falloir que j'optimise la position de mes canaux de refroidissement. Après, je peux également me poser des questions, est-ce que j'utilise des canaux chauds, des canaux froids pour l'injection? Derrière, pareil, tout ça, on peut le simuler. Après, on pourrait également répondre à des questions plutôt outillage. Est-ce que ma machine va supporter par exemple la force de maintien nécessaire à l'injection? Là, j'ai une machine qui résiste à tant de tonnes. Est-ce que la pièce que j'injecte va nécessiter plus que ça? Ou est-ce que ça va le faire, hein? Après, j'ai des questions derrière. Où est-ce que je place mes évents, tout simplement? Je peux avoir, du coup, quand vous injectez de la matière dans le moule, il y a de l'air dans le moule également présent, donc cet air-là, il faut l'éjecter. Et du coup, il va falloir placer ces évents correctement pour éviter différents phénomènes, hein, justement du remplissage partiel, par exemple, derrière. Après, la simulation va pouvoir aussi répondre très facilement à une question qui est qu'est-ce qui se passe si je change de matière? Il suffit juste de faire quelques clics dans le logiciel pour pouvoir tout simplement resimuler avec une autre matière. Voilà. C'est une petite introduction à qu'est-ce que l'injection plastique. Ensuite, donc deuxième partie, c'est qu'est-ce que la plateforme 3D Expérience pour l'injection plastique. Un rapide aperçu de la plateforme, c'est une plateforme d'intégration des solutions d'Assosystème qui contient du coup à la fois des outils de conception 3D, d'analyse, de simulation, d'intelligence. C'est une plateforme collaborative avec source de données unique qui est disponible soit en installation chez vous, sur site, soit directement dans le cloud, qui peut être public ou privé. Alors comment ça fonctionne? Vous allez avoir un cadran, ce qu'on appelle le compas, avec différentes directions. Donc le nord, c'est tout ce qui est application de connectivité. À droite, c'est tout ce qui est intelligence de l'information. À gauche, j'ai tout ce qui est le cadran 3D, modélisation de 3D. Et le cadran qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est le cadran sud, donc avec toutes les applications de simulation pour simuler du coup et optimiser le réel et le virtuel. Également, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, il y a deux interfaces. Une interface web, donc sur n'importe quel navigateur, vous pouvez venir faire des choses selon les applications que vous lancez. Donc là, par exemple, j'ai une application de visualisation de résultats. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle le client riche, donc qui nécessite une installation sur votre poste de travail, plus traditionnelle, on va dire. Donc comme je vous disais, la plateforme, c'est basé à partir de rôles. Ces rôles donnent accès tout simplement à un ensemble d'applications, et ces applications contiennent des ensembles d'outils. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un rôle, c'est pas forcément lié à un produit particulier, ça peut être des applications CATIA, des applications Simulia qui sont dans le même rôle. Donc, par rapport à ça et la simulation, donc on avait justement l'habitude d'avoir des logiciels traditionnels qu'on installait sur nos postes. Donc, par exemple, chez Simulia, l'injection plastique, c'était Simpoe. Tout ce qui est mécanique, c'est Abacus, par exemple. Et du coup, la 3D Experience fonctionne différemment, du coup, avec des utilisateurs qui peuvent être de différents niveaux, donc des concepteurs jusqu'aux experts simulation, par exemple, avec des rôles associés derrière. Donc, par exemple, pour les rôles de simulation d'injection plastique, derrière, on va avoir qui tourne en termes de logiciel de simulation, Simpoe pour l'injection, et on va avoir également Abacus qui tourne pour le calcul de la déformée résiduelle.
Donc c'est complètement transparent pour l'utilisateur, mais c'est deux solvers très puissants qui sont là pour résoudre les problèmes d'injection. Par rapport aux différents rôles disponibles sur la plateforme en injection, vous allez retrouver des rôles plutôt conception du côté CATIA et également un rôle de simulation avancée en injection plastique. Donc pour CATIA, on va avoir le Plastic Mechanical Designer qui correspond à la création de pièces plastiques. On a deux rôles pour tout ce qui est moule, Mold Designer et Mold Tool Designer, qui permettent de concevoir, détailler et valider les moules d'injection. Et on a également un rôle qui existe qui s'appelle Reverse Shape Optimizer, qui permet de compenser les formes. C'est-à-dire que vous pouvez faire une injection plastique, calculer le retrait, et ensuite compenser ce retrait de cette application. Ces trois rôles CATIA, alors juste après, ils contiennent du coup un peu de simulation d'injection. Le rôle Simulia, donc le rôle Plastic Injection Engineer, permet de simuler intégralement le cycle d'injection, qui va permettre de vérifier la fabricabilité de la pièce, étudier la thermique du moule, etc. etc. Après, pour information, il existe également d'autres rôles Simulia, si vous voulez aller plus loin dans la simulation fluide, mécanique et thermique, par exemple la simulation fluide avancée du refroidissement du moule, le comportement mécanique du moule derrière. Tout ça, ça se fait avec des rôles plus avancés en 3D expérience. Donc, par rapport à ce qu'on peut faire en termes de capacité d'injection plastique en fonction des rôles, les rôles CATIA incluent une apps qui s'appelle Plastic Part Filling qui permet donc de calculer uniquement le remplissage de la pièce. Ça veut dire qu'on s'arrête vraiment à cette étape, ce qu'on appelle le filling en anglais, du coup, de l'injection. Le rôle de simulation d'injection avancée, donc IME, permet lui de simuler le cycle complet. Donc, le remplissage, le compactage, le refroidissement, et également du coup le calcul de déformé en sortie de moule. Donc tout ce que je vais montrer par la suite, c'est l'analyse complète, mais pour ceux qui seraient intéressés uniquement par la partie remplissage, il suffit de s'arrêter à mes slides sur le remplissage et vous aurez les informations nécessaires. Donc l'injection plastique un peu plus en détail. Donc on va voir justement ces différentes étapes de calcul. La première, c'est le remplissage. L'étape de remplissage donc, permet de simuler le remplissage de la cavité du moule par le polymère et ça permet du coup de répondre à différentes questions. Donc la première, c'est tout simplement, est-ce que ma pièce va se remplir complètement, est-ce que j'ai des remplissages partiels ou pas, et facilement également. On va voir qu'on a des post-traitements possibles sur la facilité de remplissage. Ce qui nous intéresse également fortement, c'est où sont placées les lignes de soudure recollement, également où placer les évents, j'en ai parlé tout à l'heure. On pourrait se demander également où est la meilleure position pour mes points d'injection. Est-ce que toutes mes cavités vont se remplir de manière égale? Est-ce que j'ai pas un point d'injection qui remplit 80% de ma pièce et le deuxième que 20%? Du coup, est-ce que je suis mal balancé, on va dire, sur la position des points d'injection? Également, combien de pression ou des forces de serrage j'ai besoin pour la partie remplissage? Après également, si je change de matériau, je pourrais facilement analyser tout ça. Donc ça, je vous le redis, c'est disponible avec les explications purement CATIA. Un exemple de remplissage, pour vous montrer justement qu'est-ce que c'est qu'un remplissage partiel. Donc là, j'ai une pièce qui est simulée. On voit, alors je pense que c'est plutôt à une étape de calcul donnée, on voit que je corrèle bien avec mes essais physiques de remplissage. Un autre exemple qui est sur les lignes de recollement. Donc on voit ici que j'ai deux points d'injection sur ma pièce. On sent ici assez facilement que je vais avoir une ligne de recollement au milieu. C'est bien ce qui apparaît en simulation et évidemment également en essai. Il faut savoir que du coup les lignes de recollement, c'est souvent les zones où il va y avoir des faiblesses structurelles et du coup c'est bien d'optimiser leur position. Et également visuellement, ça peut porter des défauts sur les pièces. Donc il faut bien les positionner correctement en fonction de ce que vous voulez faire sur votre pièce. Pour l'emplacement des évents, ce qui peut se passer, c'est soit tout simplement on
ne simule pas des vents dans une zone donnée, il va y avoir de l'air qui va rester coincé dans le moule, donc ça fait du remplissage partiel. Mais également, si c'est mal configuré, je vais pouvoir avoir des marques de brûlure qui apparaissent sur mes pièces localement, et du coup faire attention également à ça. Pour ça, pour modifier ça, il faut ajuster les emplacements, par exemple, de ces événements. Quelques autres images de résultats de remplissage. J'ai à gauche ce qu'on appelle la facilité de remplissage. Donc c'est la même pièce, mais j'ai modifié des options d'injection pour avoir deux résultats différents. En tout vert, ça veut dire que la pièce se remplit facilement. Et ensuite, je vois que j'ai une échelle de couleurs jaune et rouge. Jaune, je remplis difficilement. Je suis obligé de monter en pression pour y arriver. Voilà. Et en rouge, j'arrive plus à remplir. Et après, vous voyez que ma pièce ici, elle est pas remplie au milieu. Hein. La simulation s'est arrêtée dans cet état-là, tout simplement. À droite, sur la même simulation, on voit la répartition par point d'injection du coup de la matière qui est injectée. Donc c'est la même matière, mais tout simplement, on voit la participation de chaque point d'injection, tout simplement. Si je passe ensuite à la partie compactage et refroidissement. Donc je vous disais, c'est dans les solvers, c'est généralement lié. On va voir les deux étapes qui sont résolues entre guillemets en même temps. Hein. Donc ça permet de simuler le maintien et le refroidissement de la pièce. Ça permet du coup de prévoir le temps nécessaire pour que la pièce refroidisse. Également, si je modifie mon profil de pression de maintien, quel va être l'effet sur le comportement de la pièce. Ensuite, j'ai l'intérêt également du coup de prévoir quand est-ce que la pièce, j'ai déjà dit, est complètement refroidie pour pouvoir être éjectée, mais également les bus d'injection, si j'ai dit canot froid par exemple, derrière. Et du coup, ça permet de calculer tout ça, le temps de cycle du processus derrière. Après, du coup, est-ce qu'il y a des points chauds qui retardent l'éjection on peut le détecter du coup avec la simulation, et du coup, on va pouvoir essayer d'optimiser la position de canaux de refroidissement pour minimiser ce temps de cycle. Également, on pourrait avoir, avec cette étape-là, où se développent les contraintes résiduelles dans la pièce, et voir s'il n'y a pas des opérations à faire pour réduire ces contraintes. Une dernière question qu'on peut se poser dans cette étape, c'est quel est le retrait volumétrique que je vais avoir, et du coup pour vérifier que ça se comporte correctement. Quelques exemples sur cette étape de simulation. Donc, quand je suis dans l'étape de compactage, j'ai la pression de maintien qui maintient du coup la matière dans la cavité, et donc la densité augmente pendant le compactage. Le but souvent d'un bon compactage, c'est d'avoir une densité de matière uniforme dans la pièce pour avoir du coup une stabilité dimensionnelle assez uniforme et également minimiser les rotations directement. On voit des exemples d'images, hein. J'ai à gauche la surface isotempérature à la fin du compactage, la pression dans la pièce à la fin du remplissage et à la fin du compactage, et une analyse du retrait volumétrique en haut à droite. Je vais pouvoir analyser également sur cette étape les forces de maintien de mon moule, hein, donc qui permet de vérifier, comme je disais tout à l'heure, que la machine supporte bien l'injection. Donc sur ce combo-là, on voit à la fois la partie remplissage, c'est jusqu'au pic ici, et ensuite la partie maintien derrière. Ensuite c'est à 0, mais c'est parce que la pièce est en train de refroidir tout simplement. Derrière, j'ai pas toute ma matière qui est figée avant l'éjection. Une dernière option, c'est également, si on va aller plus loin justement dans le refroidissement, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le refroidissement du moule, qui va permettre du coup de prendre en compte des canaux d'injection qui pourraient venir, qui auraient pu être dessinés dans les applications CATIA dédiées au moule indirectement. Il y a des outils pour ça. L'option le rôle de simulation d'injection, c'est récupérer automatiquement les différentes zones d'un modèle CATIA. Hein. Et du coup, optimiser les canaux de refroidissement, ça va permettre de vérifier que le refroidissement est efficace, que j'ai pas justement, comme je disais tout à l'heure, de zones qui mettent plus de temps à refroidir et du coup qui pénalisent mon temps de cycle. Ça permet de détecter du coup les points chauds dans le moule indirectement et d'optimiser le moule. La dernière étape, c'est le calcul de la déformée de la pièce, hein, ce qu'on appelle le warping, hein, warpage. Et du coup, le but, c'est tout simplement de simuler
la déformation qui se produit lorsque la pièce refroidit une fois qu'elle est éjectée, donc à la température ambiante. Donc après, je peux avoir un retrait qui est uniforme. Dans ce cas-là, c'est juste quelque chose de dimensionnel à modifier. Et après, je peux avoir des effets de flexion qui apparaissent, par exemple, si, en fonction de la géométrie, tout simplement, je peux des déformés. C'est sûr qu'un utilisateur, il n'a pas envie d'avoir une boîte carrée qui soit complètement déformée parce que mon injection s'est mal placée. Donc il faut optimiser la déformée, surtout du coup le moule, pour optimiser ensuite la déformée et avoir tout simplement une pièce qui correspond bien à ce que j'ai dessiné. Donc il y a des étapes, comme je disais tout à l'heure, les moulistes savent bien faire ça, hein. On leur donne une géométrie et eux ils savent redessiner l'empreinte dans le moule qu'il faut pour obtenir la pièce finie comme on le souhaite. Et du coup ça passe souvent par des étapes de simulation pour y arriver. Je vais vous montrer un petit peu l'interface utilisateur maintenant. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez un assistant pour la mise en données à droite ici que j'ai entouré avec les différentes étapes de mise en données. Donc là on est dans le client riche de la plateforme, donc une interface qui est commune à toutes les applications 3D Experience, client riche. On retrouve à gauche l'arborescence donc MSR, hein, modèle, scénario, résulte, qui correspond le modèle, vous avez votre géométrie, les matériaux, également les modèles éléments finis, hein, les maillages si vous souhaitez les voir. Ensuite, vous avez la partie scénario qui contient les différentes étapes de simulation et le résultat qui est donc les résultats de simulation. Donc si je passe à l'étape 1, c'est tout simplement choisir les pièces qui vont contribuer à la simulation. Donc ça peut être justement la cavité, ce qu'on va appeler le plastique, mais je peux également importer des canaux chauds, des canaux froids, des inserts, des canaux de refroidissement, des inserts de moule, etc., etc. Donc ce choix se fait en un petit clic droit ici sur les pièces dans l'arborescence. La deuxième étape est de choisir le matériau. Donc vous avez une bibliothèque qui est fournie avec la plateforme, hein, comme tous les logiciels de calcul rhéologique, hein, qui contient plus de 3000 matériaux. Donc vous avez pas mal de choix. Si le matériau n'est pas disponible, vous pouvez toujours en créer un nouveau avec vos propres propriétés. Également, on peut vous aider à trouver des matériaux avec des propriétés similaires si vous ne les avez pas derrière. Donc il y a des thermoplastiques et les thermos du CSAP sont en train d'arriver prochainement dans la plateforme. La troisième étape est la définition du processus de simulation. Donc ça se fait assez simplement, vous avez des paramètres communs qui sont par exemple la température d'injection, la température du moule à l'initiale, la température d'éjection, la température de l'air ambiant, la direction de la gravité terrestre, hein. Et ensuite différentes propriétés pour le remplissage et le compactage. Donc c'est globalement des profils de pression. Ensuite vous avez des options pour le moule, donc là j'en ai pas dans ce modèle là donc on voit pas les options. Et ensuite un récapitulatif. Donc, il suffit de modifier ensuite ces options là pour modifier votre process. Si par exemple vous avez une machine qui est limitée en pression d'injection, vous pouvez rentrer dans Injection Pressure Limit la capacité maximum de votre machine, tout simplement. La quatrième étape est de définir les points d'injection. Que j'ai importé ou pas des canaux d'injection, il va falloir que je spécifie où rentre la matière dans le modèle. Et du coup, là, dans ma démonstration, j'ai pas de bus d'injection modélisé, mais je vais pouvoir préciser des points d'injection avec un diamètre directement, par exemple. J'en ai mis deux, un à droite et un à gauche. Je vais également pouvoir préciser dans cette étape tout ce qui est mes conditions de refroidissement, donc où sont les entrées de mes canaux de refroidissement, entre autres, hein, et également par exemple des conditions de température sur le moule. La cinquième étape est de résoudre. Donc je vais pouvoir dire je résous uniquement le remplissage ou également le compactage et le refroidissement et également le calcul de déformé. Par défaut, dans le rôle avancé de simulation d'injection, vous avez capacité de résoudre sur 4 cœurs. Donc ensuite le calcul se déroule. J'ai une interface qui me permet de regarder pendant le calcul, par exemple le débit matière dans la cavité, les pressions d'injection maximum, les températures minimum et maximum et le pourcentage de remplissage. Donc on voit ici trois onglets, hein, la partie remplissage, la partie compactage refroidissement et la partie déformée. L'étape suivante est le post-traitement. Je pourrais analyser différents résultats
Comme on a vu tout à l'heure, il y a une tonne de résultats disponibles pour chaque étape de calcul. Donc là, je montre par exemple les rotations. Hein. Donc là, vous voyez bien, ma pièce, elle a des renforts à l'intérieur. J'ai fait exprès de faire ça, et du coup, on voit bien le retrait et les défauts d'aspect qui peuvent apparaître sur cette pièce. Ensuite, également des lignes de recollement et la position possible pour les évents. On peut également générer un rapport automatique pour analyse, donc soit en format .x, soit PowerPoint directement. Quelques fonctions avancées, vous avez très récemment implémenté la fonction de placement automatique des points d'injection. Je vais pouvoir spécifier combien de points d'injection je veux, limiter les zones sur lesquelles placer les points d'injection, et la plateforme va réaliser un petit calcul pour optimiser la position des points d'injection. Pour ceux qui veulent aller également plus loin en termes de maillage, alors j'en ai pas parlé pour l'instant, mais le maillage est automatique pour la partie remplissage si je suis dans une application CATIA, mais dès que je suis dans l'application experte d'injection, je vais pouvoir modifier le maillage pour une meilleure qualité de résultat. Par défaut, le maillage, la taille globale est calculée et j'ai 2 couches limites. Donc les couches limites, c'est ce qu'on voit ici en bord de pièce. J'ai 2 couches d'éléments d'un côté et 2 couches d'éléments de l'autre. Ensuite, je remplis d'éléments au milieu. Et je peux modifier ces options-là avec toutes les applications, toutes les fonctionnalités d'application de maillage ici localement. Si on veut aller également plus loin, quand j'ai des matières qui ont des fibres, je vais pouvoir aller interpoler, mapper des résultats d'injection sur des simulations mécaniques. Donc, du coup, pour prendre ça en compte dans ma simulation mécanique, du coup, évidemment, la rotation des fibres va influer sur la résistance mécanique. Et si j'ai envie d'être précis, il faut prendre ça en compte dans mes simulations mécaniques. Toujours dans le même domaine, je peux prendre en compte mes lignes de recollement et du coup, on va dire réduire localement les propriétés mécaniques pour également une meilleure simulation mécanique derrière. Voilà, une petite conclusion. Je vois que le temps avance, je vais pas arriver, je vais peut-être dépasser un petit peu. Donc du coup, l'injection plastique va permettre d'optimiser l'emplacement des points d'injection, également donc, de simuler tout ce qui est remplissage et compactage dans le moule hein, derrière, et également d'optimiser le refroidissement du moule pour réduire le temps de cycle derrière. Voilà, je ne vous lis pas les détails, ça va gagner un petit peu de temps, on arrive sur la fin. Le prochain webinaire a lieu 14 janvier, du coup voilà, il y a les vacances entre temps. Ça sera un webinaire sur la présentation des rôles de simulation dans la plateforme 3D Experience. Vous pourrez découvrir les différents types de rôles qui existent en mécanique et thermique, donc à la fois dédiés à des concepteurs ou à des experts simulation. Et vous pourrez du coup découvrir les différentes capacités de simulation et différentes options qui existent du coup en fonction des rôles, tout simplement. Ce que je propose maintenant, c'est